Bonjour, bienvenue sur 100% Éco, votre grande tribune économique sur Canal 2 International. Tout le monde le sait, les statistiques sont formelles, l'Afrique est certainement bénie des dieux, avec un sol et un sous-sol qui constituent un véritable scandale géologique, une jeunesse nombreuse, dynamique et variée, des millions de terres arables, une pluviométrie qui lui confère plusieurs zones agroécologiques, mais paradoxe des paradoxes, les Africains peinent à se nourrir, à offrir de l'eau potable à leur population et même ont peur du futur. Certains disent que c'est du fait de l'héritage colonial, d'autres pensent que c'est le déficit, le défaut en organisation, en stratégie d'organisation. Et si c'était le leadership, c'est-à-dire ses capacités pour les Africains à créer un vaste champ de réalisation des possibles. Aujourd'hui, cette problématique, le leadership, sera au cœur de la causerie de ce soir et des invités, sont nombreux, 4, vont nous assister dans cette émission en présentiel. Sur ce plateau, nous avons le docteur à ma gauche, le docteur El Hadji Malick Faye, est directeur général de BEM Cameroun, polytechnicien, docteur en stratégie de gestion. Bonjour et bienvenue, docteur Malick Faye. Bonjour, monsieur Diabaté. C'est un plaisir que de vous avoir. Le plaisir est partagé. Vous êtes directeur général de BEM Cameroun. Tout à fait. Qui est cotée comme la plus grosse business school d'Afrique. Oui, vous me faites beaucoup d'honneur. Effectivement, BEM, l'acronyme c'est BEM, c'est Bordeaux École de Management en fait, qui a été créé à Dakar en 2008 par le docteur Pape Madické Diop, qui en est le président fondateur. Et c'est un groupe, disons, BEM Africa, il faudrait dire plutôt BEM Africa, parce qu'après Dakar en 2008, nous nous sommes installés en Côte d'Ivoire, et en 2023 ici en terre camerounaise, et à partir d'octobre prochain, nous serons au Congo-Brazzaville. Donc c'est un grand groupe de formation en management et dans d'autres domaines de la technologie. Votre expérience de formateur nous sera utile pour comprendre, pour lier leadership et formation, voir comment on forme les leaders en Afrique. C'est très important. À ma droite, toujours en présentiel sur ce plateau, lui, c'est son Excellence Bonheur Yol. Il est diplomate, expert judiciaire, spécialiste en gouvernance et en inclusion financière. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. C'est moi. C'est moi qui suis honoré et j'espère que nous allons apporter notre modeste contribution au thème du jour. Nous aurons le docteur Joseph Alain Batouane, il est universitaire, il est promoteur du Salon africain de l'entreprise, de la croissance et du leadership, qui est une sorte de plateforme de partage d'expériences et de réseautage entre entrepreneurs, chefs et dirigeants d'entreprises, porteurs de projets et investisseurs. Mais avant que de commencer le débat, nous irons écouter Cécile Civic-Io qui va nous faire une chronique pour fixer l'état des lieux du leadership en Afrique. Sur le papier, les statistiques font de l'Afrique une terre bénie avec les nombreux minerais, souvent stratégiques, qui parsèment son sous-sol, ses millions de terres arables pour l'agriculture, sa jeunesse nombreuse et dynamique, une pluviométrie qui lui confère plusieurs zones agroécologiques, mais ce continent si gâté par la nature peine pourtant à se développer. Toutes les politiques ont été essayées pour rectifier le tir, mais elles ont peu ou prou réussi à améliorer les conditions de vie des populations depuis 60 ans. Plan de Lagos 81, NEPAD, ZLECA, Agenda 2063, les schémas concoctés par les Africains se succèdent et se ressemblent, tous dans leur échec à apporter du développement, y compris les thérapies des institutions internationales partenaires au développement de l'Afrique depuis les indépendances, n'ont jamais créé les conditions du développement. Comment peut-on être aussi riche et être autant si pauvre? Beaucoup accusent le legs historique pour expliquer ce paradoxe. Mais la vérité n'est-il pas
le fruit d'un leadership faible lié à l'incapacité de notre système de formation à féconder des créateurs de richesse? N'est-il pas temps de valoriser le leadership endogène puisé dans notre substrat culturel et historique? Voilà autant de questions autour de la table de cette édition spéciale de 100% Éco. Retour sur ce plateau, madame, monsieur. Pour le débat, je vous disais qu'en présentiel, nous aurons deux invités sur ce plateau de 100% Éco. Le premier, c'est le docteur El Hadji Malick Faye. Je disais que vous êtes polytechnicien, vous êtes docteur en sciences de gestion et directeur général de BEM Cameroun, qui est réputé être l'une des, peut-être, la business school la plus importante d'Afrique. Tout le monde se pose la question, on parle de leadership. Dans le propos liminaire, je disais tantôt que et si c'était au-delà du legs historique, au-delà des méthodes, de stratégies de gestion, est-ce que c'est pas le leadership qui est au cœur de nos problèmes? Alors je demandais, c'est quoi le leadership en fait? Alors, merci monsieur Diabaté de votre invitation. Je réitère cet aspect qui est important pour moi parce que je viens du Sénégal. Et donc, nous avons fait le choix de nous installer au Cameroun pour de multiples raisons. C'est pas le moment de rentrer dans tous les détails, mais c'est un choix qui a été fait en toute connaissance de cause pour ce que le Cameroun représente et surtout du potentiel qu'il y a dans ce pays. Donc, pour moi, répondre à cette question-là devrait être plutôt, je dirais, aisé parce que je fais partie des rares Africains qui ont fait leur thèse de doctorat sur cette problématique du leadership. Donc, pendant ces travaux de recherche, je me suis rendu compte que le leadership est un terme, on va dire, polysémique. Polysémique dans le sens où c'est un terme qui est très difficile à définir. Maintenant, on va essayer de simplifier les choses pour que ceux qui nous font l'amitié de nous suivre puissent comprendre très facilement. Et en cela, je veux dire que le leadership, on peut le définir comme étant l'art d'influencer, de créer les conditions pour amener avec soi un individu ou un groupe d'individus pour atteindre des objectifs et changer une situation donnée. Donc ça, du point de vue basique, tout le monde est unanime à dire que c'est cela le leadership. Maintenant, une fois que je l'ai dit ça, je peux rajouter que il y a plusieurs modalités, si vous voulez. Il y a plusieurs types de leadership. Et les auteurs qui ont réfléchi, bon, je peux citer quelques auteurs fondateurs, hein, c'est le cas de Warren Bennis, qui a beaucoup travaillé sur le leadership transformationnel. Et donc, on peut dire qu'il y a plusieurs types de leadership. Le leadership peut être, on va dire, autocratique. C'est-à-dire dans le sens où, dans des circonstances données, la décision est prise par une personne, un individu. Le leadership peut être transformationnel. C'est dans le sens où on recherche à changer l'ordre établi, à changer l'ordre des choses. Il peut être participatif, on va dire démocratique. C'est quand on fait appel à plusieurs personnes, plusieurs composantes pour prendre des décisions. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs types de leadership et il faut qu'on s'accorde pour dire que essayer de trouver un consensus qui rend bien compte de la problématique en retenant l'idée que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'art d'influencer, d'amener des personnes, des groupes d'individus à adopter, à épouser une problématique. Mais moi, si vous me demandez mon avis personnel, j'amènerai une définition que je vais essayer au moins de sortir un peu des sentiers battus, en disant que le leadership, c'est d'abord une affaire de perception positive. Je m'explique. Et cette perception positive, elle doit démarrer par la perception que l'on a de soi-même. Mais c'est aussi la perception positive que les autres ont de vous et que vous avez des autres. Alors, je clarifie l'idée, c'est de dire que donc, c'est un ensemble de perceptions positives qui peuvent entraîner un mouvement, qui peuvent entraîner une démarche qui, in fine, va conduire à modifier, à changer positivement les choses. Mais pour cela, il faut des individus, des gens.
qui ont d'abord, et c'est ça la caractéristique première, qui ont de la vision. Le plus difficile, c'est la vision. Et c'est cette vision-là qui doit être inspirante, qui doit être claire, qui doit être courageuse, et que le leader doit faire en sorte que ceux qu'il a autour de lui, ceux qui l'entourent, puissent adhérer et être prêts à endosser cette problématique et à se battre pour la réalisation du projet. J'ai bien écouté. Perception positive qui peut entraîner modification du comportement des individus. Mais moi, Son Excellence Bonariol, moi, je pense, dans le propos liminaire, j'ai dit que le leadership, c'était cette capacité à créer un vaste champ utopique de réalisation des possibles. Pour vous, le leadership, c'est quoi? Pour moi, je crois que le leadership, c'est d'abord une attitude. Le leadership, c'est d'abord une attitude. Parce que scientifiquement ou techniquement, on peut trouver plusieurs approches, plusieurs thèses qui vont essayer de définir ce que c'est que le leadership. Mais de mon point de vue, c'est d'abord une attitude. Une attitude couplée maintenant à des aptitudes. Quand cette attitude et ces aptitudes vont se mettre ensemble, cela va produire un effet sur la personne d'abord, donc le leader en question, et ceux à qui il s'adresse pour atteindre l'objectif qui s'est fixé. Maintenant, la distance entre le leader et son groupe et l'objectif qui se sont fixés va être comblée par trois choses, à mon humble avis. La vision, la stratégie et le plan. Parce que naturellement, vous ne pouvez pas amener les gens si vous ne savez pas où vous voulez les amener. D'où la vision. Maintenant, comment allez-vous amener ces gens? Bon, la stratégie. Maintenant, vous avez déjà trouvé comment vous allez amener ces gens. Mais il faut donc exécuter. Maintenant, on arrive donc à l'exécution de la chose. Et pour réussir votre exécution, il vous faut le plan. Donc, je pense que le leadership, c'est l'attitude et les aptitudes qui permettent à un individu d'entraîner, d'atteindre les objectifs à travers d'autres personnes. Il ne s'agit pas de faire soi-même, mais il s'agit d'amener ce groupe à faire les choses par lui-même. Docteur Joseph-Alain Batouane, vous êtes universitaire et vous êtes spécialiste des questions de leadership et de croissance. Vous êtes coach et formateur. Dites-nous, vous avez écouté combien sur ce plateau on a donné des explications liées au leadership. Pour vous, le leadership se définit comment? Oui, merci Henri Diabaté. Définir le leadership est souvent présenté comme une tâche difficile. Mais en réalité, l'on s'accorde à dire que le leadership peut se résumer à l'influence, c'est-à-dire de manière plus conventionnelle, c'est la capacité qu'a un individu, ici le leader, à influencer positivement d'autres individus et à les rallier, n'est-ce pas, à l'accomplissement d'une mission, d'une vision, à l'atteinte d'un objectif déterminé. Donc, en un mot, le leadership, c'est de l'influence. Je veux me retourner vers le docteur Eladji Malik Faye. Est-ce que leadership et management c'est la même chose ou bien il y a des visions antinomiques? Non, le leadership est une composante du management. Je dirais que le leadership, c'est l'art de conduire. Alors, vous voyez bien que c'est un terme anglophone. Et nous, en tant que francophones, pour définir un terme anglophone, ça pose souvent des problèmes. Mais littéralement traduit, ça veut dire diriger. Donc ça, c'est une composante du management. Maintenant, au-delà de cela, il est important de pousser un peu la réflexion et d'essayer d'avoir une approche un peu différente de ce qui est souvent dit sur ce concept. Et moi, en tout cas, personnellement, dans mes travaux de recherche, j'ai essayé de comprendre le leadership sous un angle différent de ce qui est dit de manière
public, de façon générale. Et je me suis rendu compte qu'il y a un concept qui est très peu évoqué, qui est le concept de complexité attributionnelle. Et j'ajoute, et de l'exactitude des attributs. Alors, je vais essayer de clarifier pour ceux qui nous suivent. Un individu, mon frère parlait tout à l'heure de comportement et d'attitude, c'est vrai. C'est donc un ensemble de traits qui caractérisent un individu. Et ces caractéristiques-là, en règle générale, sont complexes. On n'arrive jamais à bien expliquer pourquoi un tel se comporte de cette manière, etc. Mais on s'aperçoit que les leaders, ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'Afrique, ont non seulement un comportement complexe, parce que très souvent au début, ils étaient incompris ou mal compris. Et donc, cela était lié à leur complexité attributionnelle. Mais plus ils avancent, plus les attributs deviennent exacts, deviennent clairs et compréhensibles pour les autres. Et c'est ce qui fait qu'en règle générale, ils soient capables d'entraîner les autres parce qu'ils comprennent exactement la vision, la façon de les défendre et surtout le courage qu'ils ont pour les défendre. Et de ce point de vue-là, la lecture qu'on peut avoir du leadership devient pour moi beaucoup plus pertinent et beaucoup plus facile à comprendre pour pouvoir définir en réalité ce que je disais tout à l'heure, cette perception positive que les autres peuvent avoir de quelqu'un qui en réalité a des caractéristiques d'un vrai leader. Son Excellence Bonartiol, lorsqu'on parle de leadership, est-ce que le leadership, est-ce que le leader c'est un homme un surhumain, ou bien c'est un homme prédestiné, ou bien c'est un homme qui porte en lui un héritage, une sorte de prédestination, une sorte de détermination qui le pousse, qui l'agit? Très bonne question. Je crois que nous allons, à la suite de mon copanéliste, le docteur Malik Faye, je vais interroger notre culture. Parce que les vocables étrangers portent souvent des germes de dissonance qui peuvent nous éloigner de ce dont nous parlons. Je crois que toutes les cultures du monde savent ce que c'est qu'un leader et ce que c'est que le leadership. Puisque le leadership, ou l'art de diriger, est aussi vieux que l'humanité. Puisqu'à partir du moment où les gens sont en groupe, il faut bien quelqu'un qui les conduit. Donc, celui qui va donc avoir la mission de conduire, ou qui va avoir la charge de conduire les autres, est appelé ou a un certain nombre de critères par lesquels, ou de stigmates. On va même souvent jusqu'au stigmate. Oui, on va souvent je parle de notre culture, on va jusqu'au stigmate pour reconnaître ou définir ou identifier cette personne ou ce personnage. Pourquoi? Parce que quand on interroge notre cosmogonie africaine, on nous dit, de par cette cosmogonie, on nous fait comprendre qu'on est leader. C'est-à-dire on ne devient pas leader. Cette personne naît avec ses caractéristiques. Maintenant, avant sa naissance, il y a toujours des manifestations ou des signes, ou des symboles, ou des choses qui vont se produire, qui vont attirer maintenant l'attention de ceux qui ont la responsabilité de gérer le pouvoir, identifier clairement cette personne par rapport aux attributs que la cosmogonie, la coutume, nos lois et traditions attendent de cette personne. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand déjà au stade du terrain, on va dire les vibrations ou les manifestations sont acquises, le nouveau-né va avoir une éducation particulière, on va le mettre à part. Pas pour le faire devenir un leader, mais pour développer ses capacités de leader innées dans ce contexte. Et
pour les civilisations africaines qui se reconnaissent originaires de la tradition hébraïque, on parle même des 7 attributs du roi. Ça veut dire qu'on a déjà conçu, conceptualisé tout le cadre dans lequel le personnage va s'exprimer. Et toute la formation, tout le parcours de cette personne est conditionné pour le préparer à la charge en question. C'est là où, au-delà des premiers aspects que j'ai soulignés, ça veut dire la vision, la stratégie et le plan, vont s'ajouter d'autres aspects, notamment les valeurs, la mission. Parce que le leadership ne peut pas s'inscrire, ou le leader ne va pas s'inscrire en dehors de certaines valeurs, parce qu'il vient incarner des valeurs, et il a une certaine mission à accomplir. Puisque quand on parle de leadership, on parle de pouvoir, et on parle aussi de continuité. Vous avez en face de vous de jeunes étudiants, on se pose vraiment la question, le leader, comment on le forme? Je dirais qu'il y a une très faible minorité d'individus qui naissent avec des caractéristiques claires de leader. Pour moi, c'est une minorité d'individus. Je donne des exemples de leaders connus en Afrique, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah et autres. Ça ne court pas les rues. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des profils de ce type. Mais en revanche, je crois plutôt à l'idée de dire qu'il faut former des leaders. Et j'en viens à votre question. On peut le devenir par la formation. Alors, par la formation, on peut le devenir, je dirais, par deux moyens. Le premier moyen, c'est le moyen formel. C'est la formation, c'est dans les universités, dans les business schools, et même de façon plus traditionnelle. Ça, c'est l'aspect informel. Sur l'aspect formel, la formation du leadership relève de nos universités et de nos business schools. Mais là, on se heurte à un problème. C'est que, et ça je parle par rapport à mon expérience, je me suis rendu compte dans mes recherches et de par mon expérience que ce qui permet de devenir un bon leader relève de matière de sciences cognitives en fait. Or, dans nos curricula de formation, on n'enseigne pas suffisamment les sciences cognitives. Quand je parle de sciences cognitives, c'est toutes les sciences qui sont liées au comportement, aux attitudes, au mode de pensée, qui peuvent privilégier l'adoption de comportements de leader. Ça, malheureusement, dans nos universités et écoles africaines, on ne l'enseigne pas du tout. Ça commence dans les business schools et dans des séminaires, mais c'est encore relativement faible. Pour mettre de l'eau dans votre moulin, chez les anglo-saxons, le leadership, la problématique, la question du leadership est pratiquement 50% des enseignements. Dans le secteur francophone, moi j'aimerais savoir quelle est la place du leadership dans la formation. Non, en fait c'est un concept très peu connu dans un monde francophone. Et si vous regardez tous les auteurs qui marquent les approches, les théories du leadership, sont des Américains. Et y compris dans leur culture. Parce qu'un jeune Américain, et même un jeune occidental de façon générale, dans son éducation, on privilégie l'émergence de caractéristiques propres en leader. On laisse plus d'autonomie, on coach, on encourage, on accompagne, on aide. Or, dans les cultures africaines, ce n'est pas toujours le cas. C'est plutôt une approche plus restrictive parce que nous vivons séparément. D'un côté, dans nos sociétés traditionnelles, vous avez des hommes, de l'autre côté des femmes, et enfin les enfants. Donc, cela ne favorise pas l'éclosion de talents, l'éclosion de leaders. Donc, c'est pourquoi j'ai tendance à croire que nous devons améliorer la dimension formelle de la formation du leadership en approfondissant la connaissance, les approches cognitives. Ça, c'est un. De deux, il y a la dimension, je dirais, informelle ou communautaire. Et c'est là où l'éducation, où la prise en charge dans les familles et dans nos cultures, c'est là où on doit agir. Parce que si vous regardez bien dans certaines sociétés africaines, il y a des rites qui permettent de s'affirmer en tant que leader. Il y a des rites traditionnels. Il y a des villages où on est à côté pendant des périodes où on vous forme et on dit, c'est assez amusant, on dit, nous voulons que
que le garçon devienne un homme. Là, tu vois déjà, il y a une approche traditionnelle du leadership. Mais si on dit ça, que fait-on des filles? Donc là, il y a un problème. Donc c'est pourquoi je dis, il faut mixer, en tout cas, la dimension formelle de la formation, mais prendre en compte aussi, peut-être en l'améliorant, l'approche communautaire où effectivement, on peut faire éclore des talents et des leaders. Son Excellence Bonheur Yol, voyager à travers le monde, regardez l'Afrique. En Afrique, les créateurs de richesses sont généralement des gens qui sont allés à l'école. Alors que ce n'est pas le cas en Occident. En Occident, les créateurs de richesses sont des gens qui sont allés à l'école universitaire, qui ont fréquenté les bancs de l'université. Ne faut-il pas un leadership endogène, un leadership qui est adapté, enraciné dans le substrat culturel du continent? Ou bien, parce que tous les managers qu'on a, généralement, ils ont appris tous ces concepts en Occident, et ils oublient souvent les réalités du terrain. Confrontés aux réalités du terrain, leur savoir brûle devant le soleil de la réalité. Je crois que nous sommes dans le vif du sujet. Parce que la problématique qui se pose, qui nous concerne, à savoir le leadership, demande que nous puisions en nous-mêmes les ressources pour adresser les défis qui sont face de nous. Les échanges avec le monde je pense qu'ils sont nécessaires et qui sont positifs, mais c'est très important aussi d'interroger notre propre culture, notre propre histoire. Parce que, voyez-vous, le regard que nous portons sur nous-mêmes, c'est-à-dire en termes d'estime, je pense que ce regard est totalement à revoir. Si on prend les lunettes de l'Occident et qu'on regarde notre pays, on regarde nos pays, on regarde nos campagnes, nos ruralités, les mots qui viennent, c'est brousse, broussaille, arrière-pays, village. Donc, en général, hameau, en général, ce sera des expressions péjoratives, portent même une certaine négativité. Mais il ne nous vient pas à l'esprit que à l'endroit où il y a de la vie, parce qu'il y a bien de la vie à ces endroits, plus de 100 ans ou 500 ans avant nous, les gens sont venus, ont combattu les éléments, ont défendu l'endroit, ont créé la vie, l'ont maintenu et transmis jusqu'à ce que nous, on la trouve. Bon. Et ce savoir, cette connaissance, ce management, parce que c'est bien du management, ne nous semble pas, ça ne nous traverse même pas l'esprit pour la simple et bonne raison que à New York, ou bien de New York, ou de Paris, ou de Londres, l'effort que les autres ont fait de conceptualiser la connaissance accumulée par ceux qui les ont précédés nous est transmis et on le consomme sans modération. Mais au jour d'aujourd'hui, face aux défis auxquels on est confronté, je vais prendre un cas comme la banque. La banque semble quelque chose qui est totalement exogène à notre environnement. Parce qu'on va vous dire, non, il faut des agences, il faut... Mais il y a en Afrique de l'Est un cas qui m'intéresse particulièrement. Il s'agit de M. James Mwangi de Equity Bank. Il a regardé, il dit bien à tout le monde qu'il est d'origine, il vient d'origine modeste et qu'il est en zone rurale. Et il est né en zone rurale, il a grandi en zone rurale pour arriver en ville. Et il dit que dans son expérience, il a été confronté à la banque telle que l'Occident l'a apportée. Il dit, mais ça n'arrivait pas à résoudre le problème de sa mère. Et lui, ça a commencé à devenir quelque chose qui le dérange parce que sa mère se moquait de lui tout le temps en disant que si ta connaissance ne peut pas régler mes problèmes, ton école ne vaut rien du tout. Il a donc commencé à remuer ses méninges jusqu'à décomposer la banque telle qu'on la connaît et l'amener au niveau du hameau, le plus petit hameau qu'on trouve au Kenya, chez le petit boutiquier qui a juste une échoppe. Il a transformé en agence bancaire, combattu la banque centrale avec ses réglementations importées
converti cette banque centrale. Et aujourd'hui, il a l'une des premières institutions du Kenya, institution bancaire du Kenya. Et ce qu'il fait est admis naturellement. On dit même que c'est ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que quand on parle d'inclusion financière digitale, c'est lui qu'on cite en modèle au Kenya, en Afrique et dans le monde. Donc, je veux dire que nos leaders, nos hommes d'affaires, nos leaders économiques ont un travail qui les attend, dont ils ne mesurent même pas la portée. Parce que traverser le gap, sortir de sa zone de confort, où on a un réseau d'agences, on a eu un siège, et puis on a des systèmes d'exploitation, on a tout l'organisation qui nous permet de travailler. Ça donne un résultat lambda. Mais ce qu'on veut, c'est le résultat alpha, qui permet à ce que même nos mamans qu'on a laissées très loin d'ici, qui veulent bien jouer le jeu économique, qu'on puisse les intégrer. Maintenant, la question qu'ils doivent se poser, c'est: j'ai fait HEC, j'ai fait sans publicité, j'ai fait BEM, j'ai fait... Maintenant, comment est-ce que ce que j'ai acquis peut servir à tout le monde, que ce soit à docteur, à son excellence, mais surtout et aussi à ces gens-là qui sont bien des nôtres. Docteur Joseph Alain Batouane, dites-nous, un leader, c'est inné ou bien on lui inculque des notions, des valeurs pour que plus tard il devienne un leader? Alors, un leader, moi je préférerais dire on bâtit un leader. Parce que le leadership, contrairement aux apparences, c'est une somme de compétences. On a tendance à voir chez nous la position quand on parle de leadership, mais pour tous ceux qui ont un intérêt pour la matière, on convient unanimement que le leadership, la position, n'est en réalité qu'un premier niveau de leadership. Alors, comment on bâtit un leader? C'est en l'aidant à développer une somme d'aptitudes ou de compétences qui sont souvent classiquement qualifiées soft skills. Des compétences relationnelles, aptitude à se nouer des contacts, à les préserver, à engager des gens, des compétences oratoires aussi, parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui communique avec persuasion. Des compétences managériales, forcément, il sait engager, motiver, et c'est quelqu'un qui produit du résultat. Donc, pour me résumer, en fait, un leader se bâtit sur une durée relativement longue. Parce que au-delà des livres, au-delà des connaissances théoriques, c'est dans la pratique que se fait un leader, c'est dans les situations que se forgent les leaders. Donc c'est un engagement d'une certaine durée, bâtir un leader. Dans la seconde partie de cette émission 100% Éco, nous allons revenir sur une problématique forte. L'Afrique, depuis 60 ans d'indépendance, si on considère que 1960, c'est la date des indépendances, souveraineté politique de tous les États, il faut dire que tous les plans ont été essayés en Afrique. L'Afrique souffre de nombreux maux, la faim est là, elle est prégnante, elle est lancinante, l'eau potable manque, les États ont des difficultés immenses à assumer les fonctions régaliennes. Alors on se pose bien la question de savoir que faut-il faire? Quel type de leadership faut-il à l'Afrique? C'est dans la seconde partie. Docteur Eladji Malik Faye, vous êtes le directeur général de BEM Cameroun, et vous voyez l'Afrique avec les lunettes de quelqu'un qui a vécu ces 60 dernières années en Afrique. Il voit comment les Africains vivent. Moi, je me pose la question de savoir, il n'y a pas eu de développement. La famine reste prégnante, il n'y a pas d'eau potable. Les lendemains font peur aux Africains. Chaque jour, on parle d'ajustement structurel. La camisole de force est terrible pour les populations. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas le leadership qui manque? Oui, incontestablement, il y a un problème de leadership. Parce que vous savez, je suis tout à fait en phase avec ce que vous dites, parce que j'ai cette chance d'être parmi ces rares Africains qui engagent beaucoup à l'Afrique, qui voient la réalité. Quand je parle du continent, je
pas que du Du continent. Cameroun. Je parle aussi du continent Voilà. au sens large, si vous permettez. Et je peux vous dire que ce qui frappe dans ces situations, pauvreté, et les populations, les difficultés que vivent les dans une majorité. Et comme vous dites, depuis le lendemain des indépendances, ça fait 60 ans maintenant, on en est encore à compter la famine, le manque d'eau, d'électricité. Il est vrai que si on en est arrivé là, c'est parce qu'incontestablement, il y a eu une défaillance, pas dans la prise en compte des besoins des populations. Et le leadership est une réponse. C'est vrai que pendant de longues années, on a eu des leaders africains d'envergure qui se sont battus. Mais il faut reconnaître que la situation de l'Afrique a toujours été difficile du fait de facteurs tels que la colonisation. Il a énormément perturbé les modes de fonctionnement et même l'organisation. Et cette situation perdure jusqu'à maintenant. Et je comprends bien le débat sur le panafricanisme, etc. Mais en tout cas, la réalité, elle est là, elle est palpable. C'est pas, je dirais, c'est pas un construit hypothétique. C'est observable. On se rend compte, on voit. Maintenant, je suis d'accord avec vous sur le constat pour dire qu'il y a une faiblesse. Parce que là aussi, il faut distinguer la dimension politique. Et là-dessus, l'Afrique a été plutôt bien lotie, parce qu'on a eu des leaders politiques d'envergure. J'ai cité Nelson Mandela, Nkrumah et tant d'autres. Mais ce qui nous fait défaut, c'est des managers leaders. C'est ça qui manque. Ensuite, il y a le fait que nous devons accepter, et ça c'est un plaidoyer que nous faisons tous, nous devons accepter quand même une sorte de leadership démocratique. Il faut que nos pays assument ce leadership démocratique. La démocratie, ce n'est pas que l'apanage des gens riches. En Afrique, on peut construire des systèmes démocratiques. Et tant qu'on n'aura pas construit ce système démocratique, on aura... Parce que, évidemment, ceux qui contestent et qui ont un véritable potentiel en leadership, la plupart d'entre eux ont fini dans les prisons. Donc c'est pourquoi je crois plutôt au plaidoyer sur ce que je dirais un leadership démocratique. Parce que c'est dans ce processus de construction-là que nous verrons des managers de haut niveau, que nous verrons des hommes politiques de haut niveau et qui seront capables d'entraîner les populations pour les positionner vers la réussite, en tout cas vers la richesse ou la création de valeur, si vous voulez. Alors après, je lance une pique toujours à nos économistes du développement. Ça, c'est vrai que nous n'avons pas imaginé nos propres modèles. Si vous prenez l'exemple de la Chine, de l'Asie de façon générale, ils ont été capables de remettre en cause les pensées occidentales. Ils ont remis en cause les pensées aristotéliciennes, ils ont remis en cause les paradigmes occidentaux et ont imaginé d'autres modes de pensée qui reposent sur une philosophie que l'on a appelée la philosophie Tao. Donc, les Africains doivent être en capacité aussi d'imaginer, de réfléchir. Vous parlez tout à l'heure de leadership endogène, mais de réfléchir aussi à un modèle qui nous est propre, que nous avons imaginé nous-mêmes en prenant en compte nos propres réalités. Et ce n'est que de ce point de vue-là, je pense qu'on pourra se sortir de ces difficultés dans lesquelles l'Afrique vit depuis tant d'années. Docteur Joseph Alain Batouane, depuis 1960 en Afrique, on a expérimenté une foultitude de plans pour sortir l'Afrique du sous-développement. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est un déficit lié à la faiblesse de notre leadership ou bien c'est que nous sommes fatalement condamnés à une sorte de fatalité qui nous empêche de nous développer? Ok, vous avez si bien planté le décor. Le problème en Afrique au jour d'aujourd'hui, c'est un aspect important du leadership. Je vous rassure, en Afrique, il y a des bons leaders. Il y en a. Maintenant, quand on réfléchit statistiquement, généralement, on prend des moyennes. L'un des aspects du leadership dont je parlais, c'est que notre leadership est davantage orienté vers la gestion des autres, vers ce que d'autres vont faire. Or, un leader, c'est quelqu'un qui a une forte compétence en termes de développement personnel. L'Africain, déjà, je parle de l'Africain moyen, ne croit pas en lui.
il n'est pas éduqué et c'est déjà systémique pour croire à son potentiel et pour s'épanouir par rapport à ses convictions. Donc on a beau le truffer de connaissances techniques, on a beau en faire un manager sur le plan scientifique, tant qu'il n'a pas intégré l'idée et la conviction selon laquelle il peut manager des gens, parce qu'il peut déjà se gérer, son management sera limité. Donc moi je pense que il faut que on oriente aujourd'hui des formations vers le sens du développement personnel. Et surtout qu'on apprenne à l'Africain que le fait d'impacter l'autre, d'amener l'autre à atteindre son objectif, n'empêche pas qu'il atteigne les siens. Donc moi je pense que cette approche, cet élément, c'est un élément dans le leadership, le développement personnel, c'est cet élément supplémentaire qui permettra, n'est-ce pas, qu'on ait des leaders qui soient épanouis. Et un leader épanoui est un leader, comme on le disait dans la définition tout à l'heure, qui va impacter positivement les autres en ce qui va leur apporter de la valeur. Et on aime souvent à dire qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Si le leader n'a pas une nette valeur de soi, il ne peut pas faire de bons leaders. Et une petite anecdote, on aime souvent à dire aussi, quand on fait des séances de coaching ou des ateliers, que même en entreprise, quand vous parlez de manager, quelqu'un qui est en dessous de 8 points, dans une notation sur 10 en management en termes de compétences personnelles, ne va jamais recruter quelqu'un qui a 8 ou 9 points. Il va toujours recruter quelqu'un qui est en dessous de lui au moins de 2 points, c'est-à-dire 5 ou 6, pour être sûr de garder de l'ascendance sur lui. Or, avec ça, vous voyez que dans une équipe, on n'aura que des suiveurs et non des leaders. Parce qu'il y a un problème déjà au niveau de la tête. Donc, il faut qu'on mette l'accent sur le développement personnel parce que c'est un aspect très important du leadership qu'on a tendance à oublier. Si vous ne gérez pas, comme on dit autrement, vous n'exorcisez pas vos démons, vous ne pourrez pas exorciser ceux des autres. Donc, si le leader ne rehausse pas son estime de soi, sa valeur de soi, sa conscience de soi, il n'a pas de vision claire dans laquelle il voit d'autres s'épanouir, donnez-lui n'importe quelle fonction, n'importe quelle équipe à gérer, il va plafonner. Parce qu'il y a le plafonnement qui est une loi du leadership. Son Excellence Bonheur Hyol, tout à l'heure, le docteur Elhadji Malick Faye a parlé de l'héritage historique qui continue de peser sur nos États. Il y a une nouvelle génération de chefs d'État qui arrive, dont ils n'ont pas les névroses, les obsessions, les traumatismes liés à la colonisation ou à l'européen. Ils sont sans complexe. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils sont dans l'incapacité de créer un management authentique, c'est-à-dire authentiquement africain, qui est capable à même de tracter l'Afrique, les économies africaines. À partir du moment où le résultat ne correspond pas à nos attentes, on doit interroger notre passé. Parce que la trame du leadership, depuis qu'on s'exprime, la trame du leadership est aussi là pour répondre à 3 questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Parce que, voyez-vous, M. Diabaté, tout à l'heure, j'ai fait allusion à notre culture. Mais je vais rentrer encore plus loin en arrière pour parler de notre coutume. Est-ce que l'État est un fait étranger à notre culture? L'État n'est pas un fait étranger à notre culture. Est-ce que la loi est un fait étranger à notre culture? Ce n'est pas un fait étranger à notre culture. Est-ce que l'impôt est un fait étranger à notre culture? Ce ne sont pas des faits étrangers à notre culture. Est-ce que la douane sont des faits étrangers à notre culture? Non. Nous allons même jusqu'à l'armée. Maintenant, cette structure est là. Bon, on nous a promis monts et merveilles par rapport à cette structure. On nous a dit qu'elle va assurer notre bien-être économique, elle va nous donner la sécurité humaine. Mais on constate que 60 ans après, c'est le contraire. On se rend bien compte que la gouvernance, le leadership, ce dont on parle là, c'est un fait humain. C'est-à-dire, il n'y a pas c'est des gens qui ont le brevet de propriété intellectuelle qui viennent faire des licences aux autres. On a bien vu les Chinois, on a bien vu, je parlais tout à l'heure des Japonais, on a vu, même dans les pays latino-américains, partout ailleurs, les gens s'appropriaient et exprimaient la notion d'État selon leur culture. Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu les incidents dont le docteur a parlé,
à savoir ces intrusions, colonisation et autres, ces structures qui existaient déjà auraient grandi, auraient pris forme et auraient probablement la même taille, sinon voire plus, que celles avec lesquelles on est en relation. Maintenant, il s'agit pour ceux qui ont le pouvoir politique d'agréger, parce que j'ai parlé tout à l'heure dans le défi par rapport à ceux qui sont dans le champ économique. Ceux qui sont dans le champ politique, le défi est le même. C'est-à-dire inventer l'État africain. Il faut l'inventer de toutes pièces. C'est-à-dire à la lumière de tout ce qu'on a reçu. C'est-à-dire notre patrimoine propre et ce qui vient des échanges avec les autres. Et c'est urgent. Donc, toutes ces choses-là nous amènent à penser qu'il faut rentrer dans notre culture, dans notre histoire, dans notre passé, pour trouver les éléments. Nous avons les capacités, nous avons l'intelligence. Puisque on retrouve les Africains partout dans le monde, dans les positions les plus sollicitées par les gens des autres continents. Donc, la question n'est pas si on a l'intelligence ou le savoir-faire, mais est-ce qu'on a la conscience qu'on doit faire la cuisine rapidement, parce qu'il y a des gens qui vont venir et ils ont besoin d'un État, je précise, africain, qui produit les biens et services africains, publics pour les Africains. Docteur Joseph Alain Batouane, vous qui côtoyez les Africains, vous qui formez les Africains dans les questions liées au leadership et à la croissance, dites-nous, faut-il endogéniser le leadership ou bien créer un nouveau leadership qui soit adapté aux valeurs occidentales pour essayer de développer l'Afrique? Personnellement, je pense qu'il faut que l'Afrique garde ses valeurs. Il y a une autre variable très importante dans le leadership, les valeurs. L'Afrique a ses valeurs. Le leadership a une somme de compétences, je l'ai dit, c'est une somme de compétences. Et parmi les éléments, il y a des valeurs. L'Afrique a ses valeurs. Et dont plusieurs sont universellement reconnus comme étant des bonnes valeurs. C'est un autre challenge que de convaincre la nouvelle génération d'Africains notamment qu'il y a de bonnes choses en Afrique. Donc, à travers les valeurs, on peut effectivement endogéniser le leadership. Et moi, personnellement, je soutiens cette approche. Parce que au-delà des principes fondamentaux, au-delà de tout ce qui est règles de gestion des hommes, tout ce qui est communication, tout ce qui est... il y a ces valeurs qui font notre identité. Et même ces règles doivent s'adapter à notre contexte. Je prends un exemple. Si on vous donne la responsabilité d'une organisation et d'une équipe typiquement africaine, passez-moi l'expression, et que tout de suite vous appliquez des principes d'approche participative et d'autodétermination. Je vous assure que si vous avez une équipe de 10 personnes, vous risquez d'avoir au minimum 8 personnes qui attendront que vous leur disiez ce qu'elles doivent faire. Pourquoi? Parce que dans notre ancrage, dans notre système éducatif, on y revient, et ça part de la maison, c'est pas seulement l'éducation institutionnelle, on n'est pas encore fortement arrivé à l'autonomisation dans la pensée. Donc, un leader aujourd'hui est celui qui doit prendre en compte cette variable pour se dire, je me donne un temps pour amener les membres de mon équipe à contribuer, à augmenter le seuil de contribution individuelle en équipe, et c'est un apprentissage. Il connaît ses principes, mais il se dit je les adapte, et sans compter les valeurs aussi. Donc on va les intégrer, le respect de l'aîné et tout. Vous verrez que dans un contexte collaboratif, il y a des personnes qui n'oseront ou qui auront toujours de la peine à tutoyer leur chef. Nous sommes en Afrique. Alors quelqu'un qui a appris des valeurs de leadership hautement modernes et qui se dit moi je veux que mes collaborateurs me tutoient, il va réussir à rallier un pourcentage, mais il va forcément se buter à d'autres personnes qui vont dire moi je ne peux pas tutoyer mon chef. Et il faudra qu'il comprenne que le fait de ne pas tutoyer ne signifie pas que cette personne ne fait pas partie de l'équipe. C'est une réalité africaine qu'il faut intégrer. Donc la conclusion est là, il faut endogéniser, non pour travestir, mais pour adapter, n'est-ce pas, tous ces principes et ces valeurs de leadership à notre société, pour en faire une société qui se développe. Docteur Eladji Malick Faye, je voudrais revenir vers vous. C'est vrai que il y a l'impact de la colonisation, personne ne peut le nier, mais
il y a une faillite du leadership. Soit les Africains si on peut dire que l'intelligence c'est une horloge, les aiguilles de cette horloge se sont arrêtées pour les Africains. Tout à fait. Non, je suis d'accord avec ce constat, mais je dirais que il y a une faillite du leadership, mais il y a aussi, je dirais plutôt, une faillite de nos élites politiques, de nos élites intellectuelles. Il faut reconnaître quand même que ceux qui dirigent nos pays ont une lourde responsabilité. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec tout l'argent qui a été injecté dans ce continent, qu'on en soit aujourd'hui dans cette situation-là. Nous devons prendre nos responsabilités. On ne peut pas continuer à penser que le développement de notre continent est entre les mains de je ne sais qui encore. Vous parlez d'approche endogène. Mais évidemment, il faut qu'on s'appuie sur ce que nous sommes. Il faut qu'on s'appuie sur nos propres valeurs. Et pour nuancer un peu ce que disait son Excellence sur la dimension de leadership, effectivement, il y a un aspect culturel. Mais pour moi, l'aspect culturel, je dirais que c'est plutôt un biais qui influence le leadership. C'est un biais positif. Parce que le leadership peut être influencé par la culture, par le genre, par l'appartenance sociale, etc. Et donc, pour revenir de manière plus concrète à votre question, ça, c'est la faillite aussi de nos politiques publiques. Parce que ces politiques publiques, pour la plupart d'entre elles, nous ont été dictées par le Fonds monétaire, par la Banque mondiale ou des bailleurs de fonds. C'est pourquoi il est nécessaire de revenir à se reposer et de réfléchir véritablement. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a suffisamment de compétences, ce qui n'était pas le cas au lendemain des indépendances. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais c'est le paradoxe. Oui, c'est très paradoxal, mais je suis optimiste. Je suis optimiste dans le sens où aujourd'hui, quand je traverse l'Afrique, je vois très bien cette énergie positive qui se dégage de la jeunesse africaine. Je vois aussi la prise de conscience, y compris dans les élites politiques. Et je suis convaincu que d'ici très peu de temps, nous devons avoir les capacités, les compétences nécessaires pour bâtir une Afrique libre, une Afrique prospère, et où nos jeunes enfants, nos jeunes, de façon générale, n'auront plus besoin de mourir dans l'océan pour allier l'Occident. Je voudrais partager votre optimisme. Pour terminer en une minute, Son Excellence Bonorriol, est-ce que vous avez espoir pour l'Afrique? Non, moi je crois toujours en demain. Donc, si la question d'espoir, l'espoir est là. Mais je tiens à dire à votre suite à tous que le travail est immense et le travail ne se trouve pas là où on croit. Parce que on peut avoir toutes les postures qu'on veut, mais la réalité nous rattrape. À quoi sert notre intelligence si nos villages ne deviennent pas des villes? À quoi sert notre intelligence si tout le monde ne peut pas avoir l'eau en même temps? À quoi sert notre intelligence si tout le monde ne peut pas avoir l'électricité là où il se trouve? À quoi sert notre intelligence si nous sommes incapables de garantir un accès au système financier à tout le monde? À quoi sert notre intelligence si nous ne pouvons pas inventer des États aussi puissants que ceux qui nous entourent? À quoi servons nous-mêmes d'ailleurs si nous discutons de tout ce qui fait le leadership, mais nous sommes incapables de l'incarner et de produire les résultats qu'on attend? Ah ben, j'ai compris, oui. Vous vouliez dire quelque chose rapidement? Oui, non, pour conclure. Pour terminer, oui, pour conclure. Non, pour conclure, c'est que je suis tenté de dire qu'idéalement, je suis en tout cas de ceux qui défendent cette problématique. C'est de dire que le leadership africain doit être un leadership hybride. Un leadership hybride dans le sens où nous devons être capables de nous appuyer sur les valeurs qui nous sont propres, sur les richesses qui nous sont propres, tout en étant ouverts aux contraintes environnementales, internationales et surtout aux apports des autres, parce que la diversité peut enrichir. Et je suis convaincu que si on est capable de bâtir ce leadership de gens conscients, responsables, capables de se dire que nous ne sommes pas moins bons, nous ne sommes pas plus mauvais que les autres, au contraire, nous sommes tout aussi bons, voire meilleurs qu'eux, je suis capable qu'on est capable de bâtir un continent prospère, un continent qui sera demain, comme le disait, je pense, le président Macron, qui sera le continent de basculement du monde.
Merci, madame, monsieur. Nous voici pratiquement arrivés à la fin de cette édition de 100% Éco. Je voudrais vous dire merci, docteur El Hadji Malick Faye. Merci infiniment pour votre contribution. Merci, son Excellence Bonheur Riol, pour votre expertise. Je rappelle qu'en multiplex, il y avait le docteur Joseph Alain Batouane. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous pour une autre édition de 100% Éco sur Canal 2 International.